Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Un des sujets brûlants de l'actualité au Mali et en France est sans nul doute la collision lundi soir de 2 hélicoptères de la force Barkhane ayant coûté la vie à 13 militaires français lors d'une opération de combat menée contre les djihadistes au nord, ce qui porterait à 38 le nombre de soldats français tués sur le sol malien depuis le début de l'opération Barkhane en 2014. Pourtant, les forces armées maliennes continuent de payer le plus lourd tribut de cette guerre asymétrique qui nous est imposée. C'est ce dont on va parler dans le premier volet de cette émission Sans langue de bois. Et puis, dans le second volet, cette question qui taraude tous les esprits, justement, sur la crise socio-politique malienne. À quand donc le bout du tunnel? Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de l'émission Sans langue de bois. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau 4 sommités maliennes sur le plan politique, évidemment. 4 grands leaders, à commencer par Monsieur Yaya Samaké. Il est le président d'honneur du PACP. Bonjour, bonsoir, Monsieur Samaké. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, un autre invité de taille, lui, c'est Monsieur Jamil Bitar. Il est le président du PPC, le pôle politique du consensus. Bonjour, bonsoir, Monsieur Bitar. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu merci. Bienvenue sur le plateau de l'émission Sans langue de bois. Un troisième invité qui est déjà passé nous voir il y a quasiment un an de cela. Lui, c'est le général Moussa Sinko Coulibaly. Il est le président de la LDC, la Ligue démocratique pour le changement. Bonjour, bonsoir, Monsieur Coulibaly. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. Enfin, le quatrième invité d'aujourd'hui, un habitué aussi, il est Maïga, il s'appelle Shogel Kokala Maïga, il est le président du MPR. Bonjour Monsieur Maïga, bonjour, bonsoir. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, merci encore une fois à vous tous d'être venus sur ce plateau de l'émission Sans langue de bois. Question primordiale déjà, chers invités. Certes, le Mali est en guerre, même si elle est non conventionnelle, mais a-t-il réellement les moyens de supporter ce poids qui pèse tant sur le quotidien du Malien lambda, Monsieur Samaké? D'abord, je vais m'incliner devant les soldats, les militaires maliens tombés pour la défense du territoire. Je vais aussi rendre hommage mérité à tous ceux qui se battent pour le Mali. Tous ceux qui sont tombés pour le Mali, j'insiste là-dessus. Ceci dit, la question que vous posez porte sur l'existence même du Mali. Le Mali a existé, le Mali existera. Nous avons besoin d'abord que du Malien pour cela. Toute autre contribution est un appoint. Je vais citer avant Shogel Maïga, le général Moussa Traoré, qui dit que l'aide la plus utile et la plus noble est celle qui proviendra de nous-mêmes. Pour cette raison, oui, le Mali, le concept que sans les autres, le Mali n'existera pas, est offensif. Le Mali ne tient pas d'une autre nation ou d'une autre force. Le Mali ne tient que du Mali et des Maliens. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on se comporte comme tel et qu'on arrête de penser que l'autre viendra faire le Mali. Alors, Monsieur Jamil Bitar, est-ce que vous soutenez cette thèse selon laquelle le concept justement qui fait que le Mali peut s'en sortir sans les autres, est-ce que vous soutenez cela? Est-ce que le Mali a-t-il les moyens justement de supporter cette guerre? Non, je dirais non, parce que vous savez, c'est vrai qu'on le dit très souvent, on est en guerre. Une guerre asymétrique. Une guerre qui ne se gagne pas, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que nos moyens sont limités. Nos moyens sont limités en termes de moyens, en termes de ressources. Et aujourd'hui,
Et les guerres asymétriques, il faudrait se dire qu'ils ont pris de l'ampleur après la guerre froide en réalité. Les guerres asymétriques, comme par définition, c'est des guerres en réalité qui ont un but bien précis. Ça peut être religieux, ça peut être financier, comme ça peut être politique. L'ennemi en face, vous ne le voyez pas. Et ce n'est pas des guerres qui se résolvent justement en une journée ou en 2 jours. C'est des guerres qui se font sur le temps. Et aujourd'hui, les moyens du Mali, je parle sous le contrôle peut-être du général, en termes d'armement, tout le monde est conscient aujourd'hui qu'on est en train de faire des efforts, on est en train de s'équiper, mais en réalité, en termes d'unité, le ministre de la Défense, l'autre jour au niveau de l'Assemblée nationale, a été clair et précis par rapport à la question. Donc, cette guerre, comme l'a dit, je paraphraserai peut-être le général Amadou Toumani Touré, ce n'est pas notre guerre. S'il l'a dit, c'est notre guerre, nous sommes concernés par cette guerre. Mais c'est une guerre qui concerne le monde entier, parce que la guerre qui est destinée contre les narcotrafiquants ou les bandes organisées, ou les guerres religieuses, sont une guerre qui concerne le monde entier. Mais aujourd'hui, dire que le Mali seul devrait faire face à cette guerre, je m'inscris en faux. On aura largement le temps d'y revenir. Et on doit d'ailleurs rappeler sur ce plateau que vous êtes le président d'un mouvement qui s'appelle MCATT, le mouvement citoyen ATT, n'est-ce pas? Oui. Alors, je me tournerai vers le général, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous un militaire imprégné des questions militaires. Général Coulibaly, est-ce que notre pays a les moyens véritables de cette guerre non conventionnelle? Merci encore une fois pour l'invitation et pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de l'actualité du pays. Permettez-moi de m'associer aux hommages rendus par les intervenants précédents aux soldats qui se battent au quotidien pour le Mali, de rendre hommage aux militaires qui ont été tués, maliens et non maliens, de rendre hommage aux civils qui sont victimes tous les jours de la crise au Mali. Permettez-moi, avant de répondre à la question, de préciser aussi que la guerre n'est pas qu'une question de militaires. La guerre, c'est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Donc la solution ne peut pas être que militaire. En fait, est-ce que le Mali peut faire seul face à cette crise? Ça dépend de l'évaluation que nous faisons de cette crise, de la menace. Est-ce que la menace sur un plan, par exemple, géographique, se limite uniquement au Mali? Moi, je pense que non. Donc, si ça dépasse les frontières du Mali, il est utile et nécessaire d'avoir une coopération, une collaboration avec les pays qui partagent cette même menace qui est ici au Mali. Mais maintenant, ce que nous devons faire, il y a une partie de cette menace qui se joue sur le territoire national. Nous devons nous donner les moyens, les capacités de pouvoir faire face à ce qui se joue sur le territoire national pour être en phase avec les autres pays voisins ou lointains qui subissent les mêmes menaces et qui partagent les mêmes difficultés pour nous permettre ensemble d'avoir une collaboration qui permet de faire face à la menace qui est une menace commune. Donc je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire face à la menace, mais étant donné pour moi que la menace dépasse largement les frontières du Mali, il faut envisager une vraie coopération, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit politique, avec les pays voisins et d'autres pays pour nous permettre de faire face efficacement à la crise actuelle. Alors, la même question est valable pour M. Maïga, Choguel Kokala Maïga. Déjà, avant de commencer cette émission, vous sembliez ne pas être d'accord sur la terminologie même guerre asymétrique. Merci beaucoup. Je voudrais m'associer à mes précédents intervenants pour m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles, militaires maliens, militaires français, militaires de la MINUSMA, et leur rendre un vibrant hommage. Vous savez, il y a
un philosophe qui dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce qui se joue, c'est d'abord la politique avant de le voir comme une opération militaire. Vous savez, actuellement, il y a le terme très répandu de guerre asymétrique, comme pour dire qu'on n'arrive pas à vaincre parce qu'elle est asymétrique. En vérité, quand on fait une certaine excursion dans l'histoire, ce qu'on appelle guerre asymétrique, c'est-à-dire une armée qui répond au nom d'un État, qui a en face des organisations non étatiques, qui ne répondent pas d'un État, ça a toujours existé. Vous savez, pendant la pénétration coloniale, les plus grandes pertes qui ont été subies par l'armée coloniale, les plus mémorables en tout cas en ce qui concerne le Nord, la partie qui nous concerne, c'est celle de 1893 et celle de 1894, la célèbre bataille de Toubou, où le lieutenant français qui conduisait les troupes, qui s'appelle Bonnier, avec 93 personnes dont les 92 ont été assassinées au petit matin. Mais ça ne les a pas empêchés de se organiser. La deuxième rébellion au Mali, ceux qui ont commencé par des actes terroristes, c'était la guerre asymétrique. Ils sont allés à Tindermen, ils ont assassiné le chef d'arrondissement, son épouse, les prisonniers, les gardes, ils sont allés à Menaka le lendemain, ils disparaissent dans la nature. Ils frappaient en plusieurs lieux du nord pour donner l'impression d'une insurrection généralisée. Et qu'est-ce que le commandement militaire a fait? Il s'est assis, il a réfléchi pour adapter sa stratégie à la nouvelle situation, pour les contenir. Mais c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui. Alors donc moi je dis que il ne faut pas qu'on nous mystifie avec les termes de guerre asymétrique. Il faut que l'État malien fasse face à ses obligations. On a beau amener toute la communauté internationale. Tant que nous-mêmes, comme l'a dit Samaki, nous ne mettons pas dans notre tête que la défense de notre pays dépend d'abord de nous. Pourquoi c'est le Mali qui est le grand malade de la sous-région? Pourquoi? Parce que nous avons défait notre outil de défense. C'est pas compliqué. La chute de Kadhafi, tout le monde sait que ça a eu un impact négatif quant à la propagation du terrorisme. Mais si ce n'était que ça, le Tchad et le Niger, qui sont voisins de la Libye, devaient être les premiers à tomber. Nous, on est à 800 km. Pourquoi c'est nous qui sommes tombés? C'est parce que la guerre de Libye a trouvé qu'on a détruit notre outil de défense. Tout État qui n'assure pas sa propre défense est appelé à être esclave des autres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons perdu notre souveraineté. D'accord. Nous avons perdu même la dignité dans une certaine manière. D'accord. Alors, donc il faut qu'on reprenne notre outil de défense armée. D'accord, on aura largement le temps d'approfondir le débat en parlant de l'actualité brûlante, chers invités. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, la France doit-elle rester au Mali après avoir essuyé une des plus lourdes pertes depuis des décennies, et la plus importante pour ses troupes engagées dans la lutte antiterroriste au Mali et au Sahel? Est-ce que la France doit rester au Mali? La question pour moi n'est pas de rester ou de ne pas rester. La question pour moi c'est l'impact. Qu'est-ce que la France accomplit au Mali? Qu'est-ce que les troupes étrangères, la France inclue, portent comme résultat tangible dans cette lutte dans notre pays? Je l'ai dit à l'entame. Le concept que notre sécurité, que notre survie dépend des autres, est étranger à ma façon de réfléchir. Les moyens existent bel et bien dans ce pays, parce que les moyens sont d'abord humains. Les moyens sont aussi patriotiques. Ensuite, les moyens, c'est une gouvernance. C'est là où tout est parti. Les Français sont venus pour une raison. Les multi-acteurs aujourd'hui faisant face à la situation au nord du Mali ont des agendas différents. Les agendas ne sont pas toujours inclusifs, mutuellement inclusifs. On ne peut souvent pas accomplir notre agenda
à la poursuite de l'agenda de certains acteurs sur le terrain. Je vais dire ceci. Les militaires français qui sont tombés récemment par suite d'un accident prétendu d'avion, nous n'avons aucune preuve. Les acteurs sont là pour nous dans une opacité totale. Le Mali n'a aucun contrôle. Le Mali n'a aucune visibilité de l'action des autres sur son territoire souverain. Alors aujourd'hui, l'on se demande, et la question se pose même en France aujourd'hui, quelles sont les circonstances réelles de la mort de ces soldats? Est-ce que le Mali détient cette information? Cela nous ramène à quoi? Ces acteurs qui sont là aujourd'hui, est-ce que la France doit partir? Est-ce que la France devait même être là? La question est sans équivoque, La non. France a été là à la demande du Mali. Ça, on le dit très souvent et c'est bien Ce de le rappeler. ce que je disais, ce n'est pas exclusif à cela. Ce que je disais, on ne devrait pas avoir à appeler la France pour venir au Mali. Mais à l'époque, Vous n'avez pas compris. Ce que les gens n'ont pas compris. Kona était presque pris. Avant Kona, qu'est-ce qui a contribué à Kona? D'accord. C'est la mauvaise gouvernance. C'est ce que je veux dire. Les gens doivent comprendre ce que je veux dire. Que si nous nous étions comportés comme des acteurs principaux, si nous nous étions comportés comme des leaders intègres au service du développement de notre pays, nous n'aurions pas eu à inviter d'autres forces étrangères pour venir sauver nos têtes. D'accord. Cela est bien noté, M. Samaké. Alors, je me tourne rapidement vers M. Jamil Bitar. Est-ce que la théorie complotiste doit être soutenue, doit être développée dans ce pays-là? Bon, moi j'estime aujourd'hui que le Mali, déjà, c'est une terre d'accueil. Il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame entre les forces armées françaises et les Français. Parce que c'est cette tendance qui est en train de se développer déjà sur le territoire malien. Nous sommes une terre d'accueil et nous sommes un peuple qui voyage beaucoup. Il faut faire extrêmement attention. Maintenant, concernant le volet politique, la question ne se pose pas aujourd'hui de savoir est-ce que les forces françaises doivent quitter le Mali ou ils doivent rester. La question pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir évaluer ce qu'eux, ils nous apportent. Les différents accords de défense, les différents accords de collaboration, de coopération, de formation que nous avions eu à signer, non seulement avec la France, peut-être avec d'autres pays, secret de défense peut-être, mais reste tabou par rapport justement au peuple qui aujourd'hui est en train de se poser plusieurs questions, à savoir pourquoi ces forces existent au Mali. La MINUSMA dit c'est une force d'interposition. Ok, tout le monde aujourd'hui utilise le terme de guerre asymétrique. Guerre asymétrique, vous allez vous mettre entre deux forces qui se battent. L'un est visible et l'autre n'est pas visible. D'où toute la problématique. L'autre n'est pas visible. Donc, l'interposition entre les deux forces vont se faire à quel niveau? Nous, on ne le voit pas. Maintenant, aujourd'hui, et nous estimons en tout cas que les Maliens doivent se dire la vérité. C'est le plus important. Se dire la vérité, ça va commencer depuis la famille et peut-être jusqu'au sommet de l'État. Mais malheureusement, tout reste tabou. Et aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir que la France, les forces françaises doivent quitter, je vous répondrai que quand ils venaient, est-ce que vous me posez la même question s'ils doivent venir ou ils ne devaient pas venir? Ils sont venus et aujourd'hui,
notre intelligence devrait nous permettre de situer la part de responsabilité de tout un chacun. Et je vais revenir, parce que, comme le disait le grand frère Choguel, vous savez, la Mauritanie, elle est paisible aujourd'hui, relativement. Ce n'est pas des questions de moyens. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que non seulement nous avions détruit notre armée, mais au-delà de cela, la notion de patrie, de pays n'existe plus dans notre vocabulaire, parce que en réalité... Sommes-nous devenus des apatrides, monsieur Bitar? J'ai du respect pour mon peuple. Ce serait un peu trop fort, hein? Ce serait un peu trop fort. Mais vous savez que pour avoir les bonnes informations, c'est le peuple qui devrait être impliqué. Ces djihadistes, ces forces disent invisibles, ils vivent avec nos populations souvent. Les moyens de communication sont là, mais malheureusement, ils ne sortent pas de terre, ils sortent de quelque part. Mais malheureusement, les informations n'arrivent pas à temps. Et force aussi est de reconnaître qu'il y a certains militaires qui nous ont dit, même quand ils ont des informations, que ces informations sont maltraitées parce qu'ils doivent avoir forcément le feu vert d'une hiérarchie qui ne tombe pas à temps réel. D'accord. D'accord. Alors, Général Coulibaly, y a-t-il une impérieuse nécessité d'accroître l'effectif des soldats français avec l'arrivée prochaine des contingents européens à travers ce qu'ils appellent l'opération Takuba, puisque les 4500 hommes ne suffisent plus à circonscrire le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne? Au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, le Mali que nous voulons construire n'est pas un Mali fermé, n'est pas un Mali allergique à la coopération avec les autres pays. Nous voulons un pays ouvert à toutes les formes de coopération civile, militaire, politique, économique, pour nous permettre en tant que pays d'apporter notre contribution aux autres pays, mais aussi de permettre aux autres pays, quand on en a besoin, de permettre aux autres pays d'apporter leur contribution. Nous devons être conscients des déficits que nous pouvons avoir en ce moment. Nous devons être conscients des manquements que nous avons en ce moment et en toute honnêteté de dire oui, peut-être que nous sommes dans des difficultés, nous avons besoin peut-être momentanément et que ça ne doit pas durer des autres et pouvoir coopérer intelligemment avec les autres. Donc pour moi, la présence des troupes étrangères ici sur le sol malien, ça ne nous dérange pas du tout. À partir du moment où cette présence aide le Mali à sortir de la crise, aide le Mali à reconstruire son armée, aide le Mali à reconstruire son outil de défense, aide le Mali à stabiliser le pays. Mais maintenant, comment peut-on être sûr que la présence des forces amies qui se battent au quotidien, qui subissent des pertes sur le sol national, que cette présence est utile au Mali? Ça dépendra de notre gouvernance. Encore faudrait-il que nous-mêmes, en tant que peuple malien, ou plutôt ceux qui sont en charge de nous diriger, de donner la direction, de fixer le cap, nous disent où est-ce qu'ils veulent nous amener. Aujourd'hui, on a une gouvernance qui est absente, on a une gouvernance qui est défaillante, on ne sait pas là où on veut aller, on ne veut pas quel type d'aide on veut, ni de l'aménagement, ni de Barkhane, ni des autres forces, G5 Sahel et autres, qui sont présentes sur le sol malien. Donc pour moi, c'est à nous de définir d'abord ce que nous voulons. À partir de là, nous pouvons dire aux autres quel type d'aide nous voulons et à partir de là, évaluer effectivement si la présence est utile ou pas utile. À partir de là, quel changement nous devons apporter ou quel ajout ou quelle nouvelle politique devons-nous adopter par rapport à la présence de ces forces. Donc pour le moment, le travail que nous, Maliens, nous devons faire, pour moi, et surtout ce que l'exécutif devait faire, à commencer par le président de la République, ce travail n'est pas fait. Donc à partir de là, c'est difficile d'évaluer même l'efficacité ou la non-efficacité de la présence de ces forces étrangères ici au Mali. Donc nous devons commencer par une bonne gouvernance,
À partir de là, nous verrons bien quel type de coopération. Mais encore une fois, j'insiste, le pays que nous voulons construire n'est pas un pays fermé. C'est un pays qui est ouvert à toutes les formes de coopération. Et ce que nous pouvons apporter aux autres, il faut que nous soyons prêts à le faire. Ce que les autres aussi peuvent nous apporter de façon positive. Et il faut que nous soyons en capacité d'accueillir ces contributions. Alors, Général Coulibaly, est-ce que quelque part vous ne vous sentez pas comptable de cette déconfiture de l'armée malienne, puisque les choses ont commencé à se gâter lorsque justement ce putsch est arrivé dans notre pays, et vous ne vous sentez pas quelque part responsable puisque vous étiez membre actif de la junte militaire? Je pense qu'un État, c'est comme un organisme vivant. Il peut avoir des difficultés, le corps peut être malade, mais pour moi, l'important, c'est qu'à chaque instant, il faut se donner les moyens de traiter, de soigner, de trouver les solutions. On peut dire beaucoup de choses, qui est responsable, qui n'est pas responsable, mais à partir du moment où c'est nous qui sommes là aujourd'hui, nous disons, nous voulons aider le pays à sortir de la crise, il est de notre devoir, indépendamment de nos responsabilités individuelles, il est du devoir de nous tous d'essayer d'aider aujourd'hui le pays à trouver des solutions. C'est ce que nous essayons de faire au niveau de la Ligue démocratique pour le changement. Nous essayons d'oublier, comme j'ai dit, ce que chacun de nous par le passé a pu avoir comme part de responsabilité ou de culpabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que l'urgence, c'est d'abord sortir de la crise et ensuite tirer les leçons. C'est ce que nous essayons de faire. Bien évidemment, quand on cherche, on pourra reprocher quelque chose à chacun de nous. Mais pour moi, l'important aujourd'hui, est-ce que nous faisons tout ce que nous devons faire au quotidien pour essayer d'aider le pays? Et je pense que c'est le plus utile en ce moment. Et nous, au niveau de la Ligue, nous pensons que c'est ce que nous essayons de faire modestement, avec les moyens que nous avons, avec les compétences que nous avons, avec les idées. Et nous essayons d'aller vers les Maliens en disant, nous pouvons faire la politique autrement. Et nous pensons qu'avec les ressources que nous avons en interne, nous pouvons faire un grand pas du chemin qui doit nous mener aujourd'hui vers la sortie définitive de la crise. Monsieur Maïga, est-ce que ce n'est pas également une guerre de la communication? Parce que, bon, on voit que souvent, quand c'est des soldats français qui sont tués, tout le monde monte au créneau, alors que, je l'ai dit également dans mon introduction, les forces armées maliennes continuent de payer le plus lourd tribut du début d'année à aujourd'hui. On a perdu plus de 200 soldats maliens. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de guerre de la communication aussi, pour avoir été ministre de la communication? Merci bien. Vous savez, on dit que un problème bien posé est à moitié résolu. La question fondamentale que nous devons nous poser, quel était le problème posé au moment où on appelait les forces étrangères? Le problème qui était posé, c'est que l'intégrité du territoire national était menacée, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire était menacée. Donc, il y a eu une demande, nous a-t-on dit, des autorités maliennes pour l'intervention de la communauté internationale et l'intervention de la France, 2013. Mais sans que toute l'administration ne soit là, sans qu'il y ait autant de forces, on a récupéré l'intégrité du territoire jusqu'à Kidal. Pourquoi on a empêché les gens de rentrer à Kidal? Tant qu'on ne répond pas à cette question, on n'aura pas de réponse à beaucoup d'autres questions. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Un. Deuxièmement, vous savez, quand on suit le processus, initialement, lorsque l'État, les 2 tiers du territoire ont été occupés par les terroristes. Mais on a vu que ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans une salle que l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad a été proclamée. Même pour rentrer dans votre studio, là, il a fallu que vous nous accueilliez, qu'on passe par... On ne vient pas comme ça dans un studio parler, à plus forte raison un studio étatique. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau du Mali à Kidal? Qui l'empêche? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Si on n'a pas de réponse à ces questions, on va continuer à tourner. Ensuite, quand on appelait les forces étrangères, comme je dis, c'est pour permettre de recouvrir l'indépendance du territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un pays qui est coupé en 4 parties.
Vous avez ce que j'appelle la principauté de Kidal, où ils ont leur armée, ils ont leur drapeau, ils ont leur justice, ils ont leur prison. C'est comme un État où les représentants de l'État malien ne peuvent pas aller sans autorisation préalable. Vous avez ensuite les autres régions, Menaka, Gao, Tombouctou, c'est des zones de non-droit. L'autorité de l'État, ce n'est que dans le bureau du gouverneur. Vous avez ensuite le reste du Mali, Mopti plus une partie de la région de Ségou et Koulikoro, où pratiquement la situation échappe au contrôle. Donc quand vous avez ces choses-là, il faut d'abord se poser la question, mais les forces étrangères, quand elles sont venues, vous prescrivez une ordonnance pour un malade, vous le soignez, la maladie ne fait qu'empirer. À un moment donné, il faut s'interroger. Donc pour moi, au lieu de dire que ces forces n'ont qu'à partir, il faut qu'elles quittent, il faut que d'autres viennent, il faut poser le bon diagnostic. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, j'ai toujours dit, je continue à le croire, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tant que ceux qui ont la responsabilité de diriger le Mali ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, ne disent pas au peuple qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, ne donnent pas l'exemple dans leur conduite, personne ne va nous respecter. Vous allez amener toutes les forces du monde au Mali, il n'y aura aucune solution. Et je donne un exemple pour terminer. Tout ce temps-là, on a dit qu'il faut reconstruire l'armée. On a amené l'amunissement, on a amené Barkhane et UTM. Il paraît qu'il y a une autre force qui va arriver, des forces spéciales. On nous annonce, vous voyez comment on ne respecte pas notre État. C'est le ministre des Affaires étrangères de notre pays qui vient informer les Maliens qu'eux, ils ont décidé de contacter d'autres pays pour créer une nouvelle force militaire au Mali. C'est eux qui informent les Maliens. Mais cette force-là, c'est la même que les précédentes. Je ne dis pas qu'elles ne viennent pas, je n'ai pas les données, mais la façon même dont ça se fait montre qu'en réalité, notre outil, les défenses nous échappent complètement. On n'est pas arrivé à mettre notre armée en état de reprendre ses missions régaliennes. Tant que cela n'est pas fait là, ce n'est pas la peine de continuer à nous interroger. Est-ce que les Français doivent être là? Est-ce qu'ils doivent partir? Parce qu'encore une fois, chaque État poursuit des objectifs stratégiques, des objectifs politiques, des objectifs économiques souvent qui ne sont pas visibles dans la communication gouvernementale. C'est à l'État, à ceux qui dirigent notre pays, de décortiquer tout et de s'assumer en trouvant des réponses avec le pouvoir qu'ils ont pris, avec les moyens que le peuple a mis à leur disposition. Cette nouvelle, allez-y. Avant que vous ne procédiez, oui, dans la même veine, pour l'arrivée de forces additionnelles au Mali, cela est déjà une admission que les forces en place ont échoué. Guignon-Sicon, comme Choguel l'a dit, les raisons de cet échec. Nous ne pouvons pas accumuler des forces sans savoir au préalable qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce que je vais dire par rapport à cette présence, nous l'avons dit, le ministre des Affaires étrangères de la France a dit, hier ou aujourd'hui seulement, qu'il y a un manque de vision politique, une manque de cohérence politique. Alors, nous pouvons avoir évité la langue de bois, mais la réalité aujourd'hui est que les forces en place, et cela a été admis par Madame la ministre de la Défense de la France, Florence Parly, que les forces en place ne suffisent plus, oui, ou n'ont pas réussi. Oui, alors pour cela, les propositions continuent. Le Mali doit aujourd'hui s'organiser autour d'un président qui a l'intelligence d'inspirer le peuple malien, de pouvoir rassembler ce grand peuple-là, parce que c'est de là que commence la solution, nulle part ailleurs. Et un rassemblement du peuple malien, de l'intelligence malienne, et cela se fait d'abord par un leadership avec intégrité. Que le président de la République aujourd'hui
Si je t'ai président, demain tu me nommes président de la République ou tu m'élus président de la République du Mali, savez-vous ce que je vais faire? Je vais liquider cet avion de mauvais augure. Je vais enlever mon fils de l'Assemblée nationale. Je vais enlever le perchoir des mains du beau-fils de mon fils. Je vais dire au peuple malien, Mais monsieur, il n'y a pas de raison entre un président et son peuple. Le peuple a toujours raison. La présidente de la République, c'est l'émanation du pouvoir Monsieur du peuple. Samaké, en vous entendre parler de la sorte, on a vu à un moment que vous aviez rejoint la majorité présidentielle. Aujourd'hui, il est question du Y a-t-il volte-face Absolument en si pas. peu de temps? Tu es un terrier. A te terrier ça. A bese ka yobo yaba. Nani musala ka fo nyogo yana. Ce que je suis en train de te dire, si j'avais les oreilles du président, je lui aurais dit ça exactement, sans pourtant passer par Chérifla. Donc quand tu es dans une majorité sourde, tu es obligé de prendre un haut-parleur. Ce que nous disons aujourd'hui sur les médias, c'est pas parce que... une majorité entendue et une majorité sourde. De toute façon, les propos ne sont pas entendus. On va Alors, évoluer. vous me donnez l'occasion Oui. de les faire passer. Oui, on va évoluer, général Coulibaly. Alors, la question divise, même au sein de la classe politique française, tout le monde s'accorde à dire que c'est un échec. Les 4500, c'est un échec. Même avec l'arrivée d'autres troupes, c'est encore un échec. Alors, est-ce que faudrait-il changer de stratégie, repenser carrément, par exemple, en demandant à l'OTAN de réparer les dommages collatéraux suite à son intervention en mars 2011? Disons, je reviens un peu, je dis, le problème fondamental, selon l'analyse que nous faisons au niveau de la Ligue, le problème fondamental que nous avons ici aujourd'hui au Mali, c'est un problème de gouvernance. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème de gouvernance, tout le reste sera très très difficile. Et personne, hier Samaké l'a dit, monsieur le ministre l'a dit, personne ne viendra faire le Mali à notre place. Il faut que nous sachions là où on veut aller, qu'est-ce que nous voulons faire. Il faut que nous mettons en place la gouvernance qui va permettre aux autres de nous aider, la gouvernance qui va permettre aux compétences maliennes qui sont disponibles à l'intérieur de pouvoir contribuer positivement à la résolution de la crise. Il faut qu'on mette en place la gouvernance qui permettra à nos communautés, à nos régions, à nos villages de contribuer positivement à la résolution de la crise. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme gouvernance? On ne va pas tout décortiquer, mais nous l'avons dit à plusieurs reprises que le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce qu'il nous a montré pendant 6 ans, avec les différentes équipes qui l'ont accompagné, comme j'ai dit, on ne va pas insister sur les responsabilités individuelles, mais le résultat est qu'on n'arrive pas avec la gouvernance actuelle. C'est pourquoi nous insistons dans toutes nos démarches, nous insistons pour qu'on change de gouvernance. Et ce changement de gouvernance, pour nous, ça passe forcément par un changement de régime, un changement de président de la République et de toute l'équipe autour. Donc nous pensons que c'est ça le soubassement. Quand vous voulez construire un édifice et que le soubassement est mal posé, à mon avis, c'est difficile de monter les murs. Donc pour nous, aujourd'hui, le problème premier, le problème fondamental, c'est un problème de gouvernance. On a une gouvernance qui est défaillante, on a une gouvernance qui ne répond pas ou qui ne cherche même pas à trouver des solutions, des mécanismes, que ce soit pour rassembler les Maliens, que ce soit pour mettre à niveau les forces de défense ou de sécurité, que ce soit pour essayer d'impulser un essor économique, etc., etc. Donc, à partir de ce moment, nous disons que le point de départ même est faussé. On n'a pas ça. Donc, si on n'a pas ça, commençons par le commencement. Et parce que résoudre une crise, ça passe par des étapes. Quand vous essayez de sauter les étapes, ça ne marche jamais. Donc, pour moi, mettons en place la gouvernance qui peut permettre à nous, Maliens, de nous rassembler, d'être efficaces, de contribuer à la résolution de la crise, mais aussi de permettre, comme je l'ai dit, à d'autres personnes, à d'autres pays, à d'autres associations de venir nous accompagner, nous aider. Alors, Monsieur Coulibaly, on sait, tout le monde le sait, que vous avez souvent des propos assez acerbes à l'encontre des autorités en place, à coup de tweet d'ailleurs, un de vos tweets dans lequel vous dites de mettre fin, vous demandez à mettre fin à ce régime incompétent, entre guillemets, du président Ibrahim Boubacar Keïta pour abréger la souffrance du peuple. Alors, cela vous a valu une interpellation. Est-ce que vous êtes assez craint à ce niveau pour qu'on vous prête l'intention de faire un coup d'État? Non, à certains moments... Est-ce que le coup d'État va encore résoudre le problème au Mali? Ben, je ne sais pas. S'il y a coup d'État, ce serait un peu
la conséquence ou les effets de la mauvaise gouvernance qui s'est installée depuis 6 ans à la tête de l'État. Et tout ce que j'ai dit, à mon avis, c'est facile à vérifier. Demander si le peuple malien souffre aujourd'hui ou pas, tout le monde peut le constater. Et poser la question si le régime est incompétent ou pas, tout le monde peut répondre à la question. Demander aujourd'hui si les hauts responsables de l'État sont corrompus, si les hauts responsables de l'État volent dans les caisses de l'État, tout le monde a la réponse. Donc à partir de ce moment, j'ai dit, ces mots ayant été constatés, commençons, parce que ça ne dépend que de nous-mêmes. Personne n'oblige l'exécutif à puiser dans les trésors, enfin dans les caisses du trésor public, à utiliser les faibles ressources de l'État, à autre chose qu'à reconstruire notre outil de défense ou à envoyer nos enfants à l'école. Personne n'a dicté au Mali l'année dernière de ne pas envoyer nos enfants, nos jeunes frères à l'école. Donc nous avons une part de responsabilité en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que pays. Faisons en sorte que ce qui dépend de nous, que nous faisons ça bien. Là où nous devons être sérieux, que nous soyons sérieux. Là où nous devons être rigoureux, que nous soyons rigoureux. Et que nous montrions à tout le monde que nous voulons sortir de la crise. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On peut pas, les autres ne peuvent pas aimer le Mali plus que les Maliens. Mais ce que nous nous montrons aujourd'hui, c'est de dire, ben, regardez, la corruption, on en parle, les détournements, les vols, et tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est nous-mêmes. Donc, à partir de cet instant, vous n'allez pas demander aux autres de faire plus d'efforts que les Maliens eux-mêmes. Faisons les efforts que nous devons faire. Ça nous mettra en position de force pour demander aux autres de dire, ok, voici le type d'aide qu'on veut. Et à partir de là, je pense que nous serons respectés, nous serons écoutés et je pense que ce que nous allons demander sera plus efficace pour le peuple malien. Monsieur Bitar, j'ai envie de dire que je me tournerai vers la majorité. Êtes-vous de la majorité en fin de compte, vous? Nous sommes pour le Mali. Pour le Mali. D'accord. Et ce que je vais vous dire par là, c'est que... Non, parce qu'on a vu aussi, à l'instar des actions de M. Yer Samaké récemment, que bon, vous aviez fait des sorties pour dire que vous souteniez les actions du président de la République. Nous avions soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta et nous continuons de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est bien de le clarifier. Ça, c'est clair. Et nous sommes signataires de l'accord de gouvernance. Maintenant, pour ce résumé, je vais vous dire également que nous fûmes EPM. EPM pendant les élections, mais il faudrait que les gens également comprennent que le pôle politique du consensus, c'est notre pôle qui est né avant les élections. Et ce pôle, il n'y a pas que des membres qui ont soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta pendant la présidentielle, mais il y a d'autres membres qui ne l'ont pas soutenu, qui sont membres du pôle politique du consensus. Le consensus, c'est notre idéal, c'est notre vision, et nous l'avons épousé avec le président Amadou Toumani Touré. Donc, telle est notre conduite aujourd'hui, et nous estimons qu'il n'y a ni opposition ni majorité pour nous, il n'y a que le Mali. Il faudrait que les Maliens se mettent ensemble pour pouvoir travailler. Maintenant, pour en revenir à la question, moi je voudrais que les gens comprennent. On nous impose une guerre que nous devons faire obligatoirement, et aujourd'hui, force est de reconnaître, et je le dis et je le redis, nous n'avons pas les moyens de cette guerre. Et ces Français qui sont là, ils ne sont pas là pour le Mali seulement, ils sont là pour eux-mêmes. Parce qu'ils vivent une menace certaine. Parce que ces narcotrafiquants, la drogue n'est pas vendue au Mali. Hein. La drogue, elle transite pour aller en Europe. Ces armements, ils vont où? Ils vont là-bas. Aujourd'hui, ces bandits organisés, ces bandes organisées, la seule direction pour eux, c'est l'Europe, les autres pays développés, parce que c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui consomment à coût de millions d'euros, de dollars, etc. Donc, maintenant, comme eux, ils savent que, cette guerre, ils ne veulent pas rentrer dans un bourbier, comme ça l'a été dans certains pays. Maintenant, ils pensent ils estiment que les Maliens sont en mesure maintenant d'attaquer sur ce front. Parce qu'avant, on parlait de quoi? On parlait de la rébellion. Maintenant, on parle de guerre.
c'était face à qui? On donne la parole à monsieur. Oui, allez-y, je vous laisse finir quand même, avant de donner la parole à monsieur Maïga. Parce que aujourd'hui, que ce soit la France, que ce soit d'autres forces, ils savent que ce n'est pas une guerre conventionnelle où ils peuvent gagner en une journée ou en 2 jours. Ils le savent. Maintenant, ils essaient de nous exciter et certainement de nous pousser à l'abattoir. Et je le dis, je le redis, trop c'est trop. Aujourd'hui, il faut une évaluation réelle de ce qui se passe. Il faut qu'on dise la vérité aux Maliens. Il faut que les Maliens sachent la guerre là, elle est destinée contre qui? On se bat contre qui? Et aujourd'hui, force aussi est de reconnaître que quand on nous montre des cadavres, quand on nous montre des détenus souvent, vous convenez avec moi que souvent ce ne sont même pas des Maliens. Ils ne parlent aucune langue du Mali. Ils viennent d'où? C'est ces trafiquants, ces bandes organisées qui les envoient. Et aujourd'hui, on ne parle pas que du nord, maintenant le centre aussi, parce que quand les Maliens vont au nord pour empêcher ces bandes organisées la traversée, aujourd'hui, ils ont compris, l'attaque est la meilleure défense. Ils sont rentrés, ils ont pu corrompre nos compatriotes qui sont au centre, quelques-uns, et maintenant ça a pris le feu. Doit-on laisser ces narcotrafiquants traverser toute cette zone impunément, monsieur Bita? De toute façon, j'ai dit que ce passage dont il est question, cette guerre est une guerre du monde. D'accord. Le Mali seul ne peut pas résoudre ce problème. D'accord. Monsieur Maïga, je reviendrai vers vous. Monsieur Maïga, la stratégie doit-elle être revue? Je reviens sur cette question. Est-ce que la stratégie doit être revue, repensée en demandant par exemple à l'OTAN de réparer les dommages collatéraux suite à son intervention en Libye entre mars et avril 2011? Vous savez, l'intervention de l'OTAN en Libye, tout le monde connaît ses conséquences désastreuses sur la sécurité en Afrique d'une façon générale. Personne ne le nie. Mais moi, j'ai toujours été partisan du fait qu'en ce qui concerne le Mali, l'État était déliquescent avant l'intervention. L'installation des narcotrafiquants au nord, c'est avant l'intervention en Libye. Les désengagements de l'État dans les faits, c'est avant l'intervention en Libye. La casse de l'outil de défense, c'est avant l'intervention en Libye. Seulement quand il y a eu l'intervention en Libye, les armes se sont éparpillées partout. Mais, comme je dis, mais pourquoi l'État nigérien n'est pas tombé? Pourquoi l'État tchadien ne sont pas tombés? Mais ils ont frontière avec la Libye, pourquoi nous on est tombés? Nous on est à 800 km. Il y a quand même des attaques récurrentes au Burkina Faso aussi. Non, au Burkina, ça c'est la gangrène qui a dégénéré. Maintenant, voilà. Ça revient à ce que j'ai posé comme question. Quand on a appelé les forces étrangères en 2013, c'était pour résoudre quel problème? L'ont-ils résolu? S'ils ne l'ont pas résolu, pourquoi? Ces questions-là, il faut qu'on se les pose comme les uns et les autres. Il faut aujourd'hui que le Mali et ses partenaires aient le courage de s'asseoir pour faire le bilan de ces 6 ans-là d'intervention de présence étrangère. Parce qu'en vérité, comme je dis, quand ces forces intervenaient, c'était pour chasser les djihadistes qui étaient à Kona. Mais il y a le sanctuaire qui est encore sous le contrôle d'un certain nombre de personnes. Mais qu'est-ce que la communauté internationale fait pour que l'autorité de l'État s'étende sur l'ensemble du territoire? Jusqu'à présent, les mouvements armés ne sont pas désarmés. Ils ne sont pas cantonnés. Vous avez des déclarations d'un certain nombre d'officiels français qui sèment la confusion dans l'esprit des Maliens. C'est regrettable que ces jeunes qui tombent à la fleur de l'âge, dont les parents sont endeuillés, dont le peuple français est endeuillé, dont tous les citoyens du monde épris de paix et de liberté sont endeuillés. Mais il est important que ça soit très clair pourquoi ils sont venus réellement. S'ils sont venus, pourquoi on n'aide pas l'État malien à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire? Parce qu'on le refuse jusqu'à présent. Pourquoi on refuse de cantonner les rebelles jusqu'à présent? Vous savez, j'ai l'habitude de prendre des propos de certains officiels français. Vous allez me laisser le soin de les énumérer dans l'ordre chronologique.
Mais assez rapidement. Assez rapidement. Oui, monsieur Maïga. 2012. On n'a que 60 le ministre minutes. des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Oui. c'est Alain Juppé. Il dit qu'il est venu ici en février 2012. Il a dit devant une commission, demander à ATT de donner l'autonomie aux Touaregs. Il est venu le dire au nom de la France. Lui, ministre des Affaires étrangères. Vous avez Elisabeth Guigou, c'est la présidente de la commission des Affaires étrangères. Elle a fait une déclaration publique pour dire qu'il faut mettre une politique d'autonomie du Nord. Vous avez l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense, le jour où on a signé l'accord pour la paix et la réconciliation ici, le 15 mai, le lendemain, il a donné une interview sur RFI, il dit que les populations du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils ne peuvent pas. Mais quand vous écoutez ça, et après on vous dit que l'armée ne rentre pas à Kidal, les indépendantistes continuent à flotter leur drapeau, ils continuent à faire des congrès. Mais les Maliens sont obligés de se poser des questions. C'est pourquoi je dis qu'il est important qu'il y ait des clarifications au niveau des hauts responsables. C'est que le ministre français des Affaires étrangères vient de dire, le manque de vision, le manque de clarté, le manque d'orientation. Mais tout le monde sait, mais à ce moment qu'il s'assoit avec l'État malien pour en discuter et que l'État malien aussi profite pour poser les questions que tous les Maliens se posent. Si on ne résout pas ces questions, la gangrène va continuer à s'étendre sur la sous-région et tout le monde se tait. On dit les forces étrangères. Donc, je rappelle, pour terminer, que lorsque le Mali a demandé l'intervention étrangère, le Mali a demandé un appui aérien et un renseignement. Le Mali n'avait pas demandé de présence terrestre. La présence terrestre est intervenue en dehors de la résolution du Conseil de sécurité, en dehors de la demande du Mali. On a été mis devant les faits accomplis. Deuxièmement, les forces internationales qui sont venues pour maintenir la paix. Mais la paix n'existe pas. Il faut changer le logiciel de gestion du pays et enfin que la communauté internationale cesse d'apparaître comme une béquille pour des pouvoirs incompétents, corrompus et sans vision. C'est tout ça qui fait qu'il y a la colère de la population contre la France, contre ceci, et dans une certaine mesure, ça arrange d'ailleurs le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'oublier la responsabilité première des dirigeants maliens en pensant que c'est la France qui est responsable de tout. Ce n'est pas la France qui a fait ce que le ministre de la Défense a dit devant les députés, que les soldats sur le terrain n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion. Mais ça, ce n'est pas la France. L'argent a été donné par les Maliens. Le président lui-même a dit en 2019, il dit qu'en 2018, ils ont mis 25% du budget national dans la défense et la sécurité. Ça fait plus de 500 milliards. Si vous prenez ça, ça fait en 2 ans pratiquement, ils ont mis plus que ce qui est prévu dans la loi d'orientation et de programmation militaire. Mais ça, ce n'est pas la France. D'accord. C'est nos dirigeants. Alors, monsieur il faut qu'on s'en prenne à nos dirigeants nous-mêmes. Oui, monsieur Samaké, justement, alors quelle solution faudra-t-il préconiser pour sortir de, j'ai envie de dire, cet enlisement? On l'a dit. D'abord, il faut éviter qu'on rate notre objectif. Les priorités sont en train de glisser. On a commencé cette crise par le recouvrement de l'intégrité du Mali. Aujourd'hui, ce concept n'apparaît plus comme la priorité. La France n'est pas au Mali aujourd'hui dans le cadre du recouvrement de l'intégrité territoriale. La France est là pour la lutte contre le terrorisme. On a déplacé la priorité de cette crise. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, j'ai ébauché la solution à la crise. D'abord, Choguel l'a dit, un problème, les problèmes bien posés, c'est déjà une moitié de la solution. On est en train de nous distraire. C'est très important de combattre les narcotrafiquants. Comme l'a dit monsieur. C'est très important de combattre le djihadisme, c'est très important de combattre le terrorisme. Mais il faut le faire dans un espace souverain. Ceux qui disent que le Mali n'a pas les moyens de la défense de sa souveraineté répondent exactement à la manipulation mise en place pour nous faire croire que sans nous, vous êtes fichus. Et nous nous comportons exactement pour répondre à cela. C'est ce que vous disiez. Le général Cinco l'a dit.
d'abord, organisons-nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que le Mali et le peuple malien, sous l'égide de nos dirigeants, pouvons-nous faire aujourd'hui à l'entame? Je vais dire ceci. Hier, ou aujourd'hui même, hier, parce qu'on est en train de déplacer la priorité, on est en train de déplacer le débat. Les rebelles qui ont été accusés frontalement par le président du Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une offensive diplomatique est déjà mise en œuvre, où ils ont été reçus par le président du Niger pour aller valider le fait que Kidal demeure une zone tampon pour les terroristes, les djihadistes et les narcotrafiquants. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller faire valider leur point de vue. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en tant que peuple pour répondre au fait et même accompagner l'indignation du président du Niger face à ce qui se passe, face à ce que Choguel vient de dépeindre comme la situation à Kidal. À Kidal, d'accord. Allez, monsieur général Coulibaly, alors quelle alternative pour le Mali, justement? Et s'il y a un point commun entre vous tous présents sur ce plateau, c'est que vous aspiriez tous à briguer la magistrature suprême l'année dernière, tout près. Auriez-vous la solution? La solution, ou une des solutions, passe par le rassemblement de toutes les forces vives, de toutes les forces politiques. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour ce rassemblement, parce que il faut se réunir autour de quoi? C'est pas le régime corrompu et incapable aujourd'hui du président Ibrahim Boubacar Keïta qui va pouvoir rassembler les Maliens et réunir les Maliens. C'est pas autour d'un tissu de mensonges qu'on va pouvoir rassembler et réunir les Maliens. Donc c'est pourquoi nous demandons, et on l'a répété à plusieurs reprises, et nous conseillons humblement au président Ibrahim Boubacar Keïta de préparer une transition, de démissionner et de permettre à ce que les forces vives, les forces politiques, la société civile, les religieux, tout le monde, que toutes ces forces puissent se mettre d'accord sur un chemin de rassemblement de toutes les forces de la nation et d'un agenda de sortie des crises. Donc pour moi, une des pistes, c'est vraiment le rassemblement de tous les Maliens, mais malheureusement, comme j'ai dit, les conditions n'est pas réunies et ça passe par une transition qu'il faut mettre en place, une transition sans le président Ibrahim Boubacar Keïta et son exécutif qui ont montré leurs limites et qui ont montré leur incapacité à diriger le pays. Monsieur Coulibaly, peut-on demander à un président démocratiquement élu de démissionner? Est-ce que ce serait la solution? On serait encore dans un autre vide constitutionnel? Non, Monsieur Coulibaly. Le président est démocratiquement élu par un peuple. Et le président ne peut pas être au-dessus de ce peuple. C'est le peuple qui est souverain. D'accord. C'est le peuple qui décide de ce qui est bien pour lui. Mais le peuple n'a pas encore décidé qu'il s'en aille. Et aujourd'hui, faites un sondage, allez-y demander aux Maliens. Il y a aujourd'hui 9 Maliens sur 10 qui veulent un changement de régime dans ce pays. Oui, mais voilà, pour cela, il va falloir passer par les urnes. Il faut respecter la volonté du peuple malien. Donc, dans une démocratie, quand vous êtes incapable d'accomplir la mission qui vous a été conseillée, comme ça s'est fait dans les grandes démocraties, on n'a pas besoin de vous demander de démissionner. D'accord. Vous démissionnez de vous-même. Donc aujourd'hui, si on veut un renforcement de la démocratie au Mali, il est important que le régime incapable qui nous gouverne actuellement démissionne et laisse la place au peuple malien de choisir des dirigeants qui vont s'occuper réellement des questions de défense, de sécurité, de politique intérieure, extérieure, d'économie et de paix sociale. Monsieur Bitar, Jamil Bitar, est-ce que la solution viendrait de là? Parce que certaines voix s'élèvent pour dire qu'il faut plutôt un réel consensus autour du président de la République pour mener le bateau à bon port. Assez rapidement, puisqu'il ne nous reste plus que 2 petites minutes. Je fais un petit rappel de notre histoire. Hein. C'est que le président Modibo, paix à son âme, les Maliens ont pensé que à un moment de notre histoire qu'il fallait qu'il parte, que il était la cause de ce qui s'est passé. Malheureusement, le président Modibo est parti. Le président Moussa Traoré est venu. Ironie du sort, des voix se sont élevées également pour dire bon, c'était vraiment la cause, il est parti.
ainsi de suite jusqu'au président Amadou Toumani Touré. Moi, je tombe du ciel quand souvent les gens veulent résumer cela à la seule personne du président de la République. Le président de la République, certes, est une institution, c'est la tête, mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les Maliens doivent réapprendre à se parler. Et le dialogue national dont il est question aujourd'hui offre l'opportunité, en tout cas à chacun d'entre nous, de s'exprimer et d'apporter, ne serait-ce que sa contribution, que cette contribution, parce que une partie de l'opposition dit aujourd'hui qu'il faudrait que ce soit un truc souverain. Nous avons un président de la République qui a été démocratiquement élu, bien élu, mal élu selon certains, mais de toute façon... Vous n'êtes donc pas d'accord avec M. Koulibaly oui, sur cette question? Je ne suis pas d'accord par rapport à cette question, parce que pour moi aujourd'hui, force est de reconnaître que nous devons nous mettre ensemble, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Chacun apporte ses propositions, ses idées que nous allons débattre. Et nous sommes dans une démocratie où le fait majoritaire doit dominer. Vous savez, on se connaît tous. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas de remuer la plaie ou de mettre le couteau dans la plaie. La question qui se pose aux Maliens aujourd'hui, c'est de trouver les solutions. Si ces solutions doivent passer forcément par un réaménagement au niveau de la tête de l'État, c'est les Maliens qui décideront de ça. Absolument. Mais ce n'est pas un groupuscule ou une minorité ou une majorité relative qui déciderait de cela. Nous estimons aujourd'hui, excusez-moi, je pense que tout le monde a pris plus de temps que moi dans le débat, et j'estime aujourd'hui que nous avions une chance. Nous avions une chance de pouvoir se parler, communiquer, échanger. Il n'y a pas de grande différence entre nous sur cette table. Chacun a en priorité aujourd'hui le Mali. Et si le Mali est en priorité, je pense que les idées doivent converger vers là. Et je pense qu'un bon chef, quelle que soit sa nature, il est obligé d'écouter son peuple. Et la voix du peuple se ferait entendre. Et aujourd'hui, on nous a donné une opportunité de s'exprimer. Parce qu'à la demande de l'opposition surtout, aujourd'hui ce dialogue, certains disent que c'est un dialogue mort-né, mais en réalité, nous estimons que au sortir de ce dialogue, nous devons avoir la faculté ou la facilité, en tout cas, de trouver des solutions idoines pour sortir notre pays de cette léthargie que nous subissons depuis très longtemps. La crise n'est pas née avec le président Ibeka. Nous avions eu l'historique de tout ça. Et mieux que ça, je vous recommande peut-être le livre du grand frère Choguel, qui a fait étalage, en tout cas, de l'historique complet de tout ce qui se passe en réalité. Aujourd'hui, nous estimons que c'est tous ensemble. Pour nous, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a même pas de centre. Pour nous, la priorité pour tous les Maliens aujourd'hui, parce que si nous ne prenons pas soin de ce Mali aujourd'hui, nous qui voulons gouverner plus tard, qui prétendions à gouverner, on va gouverner s'il y a un pays, mais si demain il n'y a pas de Mali, certains disent que le Mali ne pourra pas disparaître. Loin s'en faut. Il y a des États qui ont disparu. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. On le souhaite pas. Alors, Monsieur Maïga, les grandes consultations engagées par le chef de l'État en vue de réconcilier les cœurs et les esprits sont-elles de nature à porter leurs fruits? Vous avez le mot de la fin, puisque l'émission est arrivée à terme. Deux choses. Vous savez qu'en politique, souvent à partir d'une réputation, on peut se trouver avec le pouvoir. Ibrahim Bokar Keïta en 2013 n'avait pas le meilleur programme de tout le monde. Il avait la réputation d'être l'homme de la situation qui va résoudre la crise au Nord.
À 90%, c'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Il a eu le soutien de la jeune, des religieux, de la communauté internationale, de la majorité des Maliens. Et donc, cette réputation-là, elle a été complètement mise à bas. La première des choses, c'est qu'il reconstruit, qu'il pose des actes qui sont conformes à cette réputation. Donc, il faut mettre de l'ordre dans la gestion du pays. Deuxièmement, il faut tenir le discours de la vérité avec les partenaires, les amis du Mali. Il faut que leur agenda, là, que lui, chargé de parler au nom du peuple malien, il faut qu'il sache l'agenda caché. Et s'il ne le comprend pas, qu'il le dise qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais pour tout cela, moi je suis partisan et je l'ai développé suffisamment. La situation de notre pays aujourd'hui est qu'il nous faut, le mot aujourd'hui tout le monde le dit, union sacrée. La première fois c'est dans les documents que le Front pour la sauvegarde de la démocratie avait fait dans le cadre de pourparlers. Et je dirais qu'il faut un sursaut national. Mais pour cela, ça doit se faire sur des bases claires, des bases vraies. Si c'est pour s'unir, pour continuer la même gouvernance, moi je pense que ce n'est même pas responsable. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme, un changement même de logiciel de la façon de gouverner, qu'avec les partenaires au développement, que les choses soient claires, les partenaires qui nous soutiennent, que leur agenda soit très clair et qu'on travaille pour amener la paix. C'est vrai, la crise ne date pas d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais il faut reconnaître quand même que quand il venait au pouvoir, la crise était à Kidal. Personne n'imaginait que les Maliens allaient s'entretuer 6 ans après. Si les gens savaient ça, personne n'allait voter pour lui. Donc il faut qu'ils retournent aux fondamentaux pour redonner l'espoir aux Maliens. Et ça, ce n'est pas les incantations qui vont le faire. Merci beaucoup. Malheureusement, cette émission arrive à terme. On n'avait que 60 minutes et ça passe très vite. Aujourd'hui, on avait comme invité justement M. Choguel Kokala Maïga, président du MPR. À ma droite, c'était M. Aye Samaki, président d'honneur du PACP. Et c'est bien de préciser le président d'honneur puisqu'il n'est pas le président à vie. Voilà, c'est bien de le préciser. Merci d'être passé sur ce plateau. On avait également Monsieur Jamil Bitar. Lui, il est le président du PPC, le pôle politique du consensus. Merci d'être venu nous voir. Et enfin, on avait le général Moussa Sinko Coulibaly, président de la Ligue démocratique pour le changement. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. On se donne rendez-vous tout à l'heure vers 21h30 pour la version en langue bamanakan de cette même émission sans langue de bois. À très bientôt. Merci encore. Merci.